Pendant des années, une industrie a prospéré dans l'ombre, loin des projecteurs, bâtie non pas sur le tourisme ou la migration, mais sur la simple demande d'accès, l'industrie des visas. Derrière des procédures apparemment administratives se cache un système global de prélèvement économique, dans lequel les citoyens africains paient sans jamais partir, espèrent sans jamais recevoir, demandent sans jamais obtenir de réponse humaine. Ce système n'a pas été conçu pour accueillir, mais pour collecter. En 2024 seulement, les Africains ont versé plus de 67,5 millions de dollars pour des demandes de visa Schengen qui ont été refusées. Le Royaume-Uni, quant à lui, a empoché près de 50 millions de livres sterling dans le même cadre. Ce sont plus de 120 millions de dollars extorqués à des candidats africains, sans qu'aucun avion ne décolle. Ces chiffres ne reflètent pas des erreurs individuelles. Ils dévoilent une mécanique bien huilée. Un citoyen zambien souhaite assister à une conférence à Bruxelles. Il débourse 90 €. Une entrepreneure nigériane est invitée à un sommet à Londres. Elle paye 115 livres, une fois la somme encaissée. Le processus est terminé par une phrase froide. Votre demande a été refusée. Aucun recours n'est possible. Ces montants, bien qu'individuellement modestes, sont démultipliés par des centaines de milliers de refus chaque année. Ce n'est plus une procédure consulaire, c'est un modèle économique fondé sur le refus. Une entreprise frontalière où chaque non devient une ligne de profit. Imaginez une université qui encaisserait des frais d'inscription de candidats qu'elle n'admettra jamais. Imaginez un fast-food qui facturerait des menus jamais servis. Dans tous ces cas, on parlerait de fraude manifeste. Mais lorsque des gouvernements occidentaux agissent ainsi, on l'appelle gestion administrative. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Parce que le système n'a jamais été conçu pour l'équité, mais pour la sélection. Et dans cette sélection, l'Afrique est systématiquement la cible. Le prix à payer n'est pas seulement financier, il est aussi psychologique. Les jeunes Africains reçoivent un message implicite. Vous n'êtes pas les bienvenus dans le monde. Une étudiante sénégalaise se voit refuser un visa pour un programme d'échange. Un médecin ghanéen se fait recaler malgré une invitation officielle. Un artiste kenyan est privé de scène quelques jours avant sa prestation. Et ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont des réalités quotidiennes. Les taux de refus en Afrique subsaharienne dépassent souvent 47%, contre moins de 10% pour des pays comme les États-Unis ou le Japon. Même dossier, même formulaire, mais résultats radicalement différents. Le tout sans droit à une explication, ni à une procédure de recours, ni même à un remboursement. C'est une barrière déguisée en procédure administrative. Un filtre économique sous couvert de gestion migratoire. Et pourtant, pendant longtemps, aucun dirigeant africain n'a osé dénoncer ce mécanisme, jusqu'à ce que la Zambie prenne la parole. En réclamant le remboursement des frais de visa, le président Hakainde Hichilema n'a pas seulement demandé justice pour ses citoyens. Il a ouvert une brèche diplomatique majeure, une remise en cause frontale du système lui-même. Cette prise de position interpelle. Et si ce que nous avions pris pour des ratés bureaucratiques étaient en réalité les rouages d'un modèle parfaitement calculé? Si les refus n'étaient pas des accidents, mais des piliers d'un système conçu pour exclure tout en encaissant, si l'on admet cela, alors la question devient inévitable. Jusqu'à quand l'Afrique acceptera-t-elle de payer pour être rejetée? Êtes-vous? Qu'en pensez-vous? Est-il temps pour l'Afrique de changer les règles du jeu? Ou ce scandale va-t-il encore rester sous silence? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos avis comptent pour alimenter le débat. Derrière chaque refus de visa se cache une logique bien plus perverse que la simple évaluation de dossier. Car lorsque l'on examine de près les statistiques, un constat s'impose. Le lieu de naissance est devenu une barrière invisible mais décisive. Peu importe que vous soyez un chef d'entreprise prospère, un chercheur reconnu ou un étudiant brillant venant d'Afrique, votre passeport agit comme un handicap silencieux. Et c'est là que le système devient structurellement injuste. Prenons un exemple simple. Un entrepreneur nigérian, diplômé, solvable, avec une invitation formelle pour un forum économique à Paris. Il fournit toutes les pièces exigées, preuve de revenus, lettre d'invitation, itinéraire, justificatif de retour. Malgré cela, il se voit notifier un refus sec. Vous ne démontrez pas suffisamment de lien avec votre pays d'origine. Que signifie réellement cette formule? C'est l'habillage bureaucratique d'un préjugé institutionnalisé. Les raisons invoquées sont souvent vagues, risque de non-retour,
Manque de stabilité financière. Intention de voyage peu claire. Mais à y regarder de plus près, ce sont des jugements d'intention, fondés non sur les documents fournis, mais sur des stéréotypes implicites. And clair. On soupçonne l'Africain de mentir, de vouloir s'installer, de fuir sa réalité. Ces soupçons ne sont presque jamais formulés à l'égard d'un citoyen canadien ou australien. Cette discrimination ne dit pas son nom. Elle se cache derrière des termes techniques. Filtrage préalable, profile à risque, évaluation contextuelle, mais elle produit toujours le même effet, une exclusion systémique des ressortissants africains. Et ça, peu importe leur profil. Des données confidentielles issues d'agences de traitement de visa confirment qu'une partie des passeports africains sont automatiquement signalés pour vérification supplémentaire, avant même que le dossier ne soit consulté. Il ne s'agit donc pas de sécurité, mais d'une présomption de culpabilité par nationalité. Les taux de refus quasi identiques d'un pays à l'autre, malgré des profils professionnels et des niveaux de revenus très variables, sont révélateurs. Un médecin au Bénin, un ingénieur au Togo, un enseignant en Éthiopie, tous se voient opposer les mêmes barrières, au nom de la même suspicion. C'est un filtrage par origine géographique, non par projet ou par mérite. Et le plus insidieux, c'est l'absence totale de recours. Contrairement à d'autres domaines du droit, les décisions de refus de visa ne peuvent pas être contestées, sauf dans de rares cas judiciaires extrêmement coûteux. Il n'y a pas de juge, pas de procédure contradictoire, pas même d'obligation d'explication détaillée. Une simple lettre suffit pour briser des rêves, des opportunités professionnelles, ou même des projets de soins médicaux. Pire encore, ce système s'auto-alimente. Plus les Africains sont nombreux à être refusés, plus la preuve semble faite qu'il y a un problème de fiabilité avec ces candidats, ce qui renforce encore les taux de rejet, un cercle vicieux parfaitement entretenu. Et pendant que l'on refuse un visa à une entrepreneuse kenyane ou à un étudiant ivoirien, les frais, eux, sont encaissés sans discussion. Des sommes non remboursables, perçues même quand les motifs du refus sont flous ou arbitraires. C'est là que le scandale prend une autre dimension. Ce n'est plus seulement une injustice administrative, c'est une rente institutionnelle. En finalité, ce système ne produit pas seulement des refus, il produit de l'humiliation, de la frustration, et une méfiance croissante envers l'Occident. Il tue lentement l'optimisme des jeunes générations africaines, celles qui voulaient participer aux échanges, à la recherche, aux conférences, au commerce mondial. Quand on vous refuse le droit de participer au monde, on vous retire aussi l'idée que vous y avez votre place. Ce que la Zambie a mis en lumière ne concerne pas uniquement le traitement injuste réservé aux demandeurs africains. Cela expose également une vérité diplomatique plus dérangeante, la réciprocité. Ce fondement sacré des relations internationales est aujourd'hui à sens unique. Depuis des décennies, de nombreux pays africains ont choisi d'ouvrir largement leurs frontières aux citoyens européens. Le Royaume-Uni et l'Union européenne bénéficient ainsi d'un accès facilité, voire exempté de visa, dans une majorité d'États du continent. La Zambie autorise des séjours de 90 jours sans visa pour les titulaires de passeports britanniques ou européens. Le Kenya propose des visas à l'arrivée. Le Ghana, le Rwanda, le Botswana et bien d'autres ont assoupli, voire supprimé les exigences de visa pour les visiteurs occidentaux. Pourquoi cette générosité? Pour favoriser le tourisme, pour encourager l'investissement, pour faire preuve d'ouverture et envoyer un signal clair. L'Afrique est prête à coopérer, à accueillir, à s'intégrer au monde. Et cette stratégie a fonctionné. Les touristes européens ont afflué. Les entrepreneurs ont signé des accords. Les diplomates, les célébrités, les journalistes ont circulé librement. Les capitales africaines les ont reçus avec hospitalité, tapis rouge à l'appui. Mais en retour, des portes fermées, des refus silencieux, un mur de bureaucratie. Pendant que l'Occidental entre dans un aéroport africain avec un simple tampon, l'Africain, Louis, se retrouve face à un labyrinthe kafkaïen de documents, de frais, de délais, d'exigences absurdes, relevés bancaires, lettres d'employeur, billets à la retour, réservation d'hôtel, preuves de biens ou d'attaches locales, photos biometrics, lettres d'invitation parfois notariées. Et même après avoir tout fourni, le refus tombait encore. Comment expliquer ce déséquilibre flagrant? Pourquoi l'Afrique, si accueillante, reçoit-elle en retour tant de suspicions? La réponse se trouve dans un postulat non dit mais omniprésent dans les
chancelleries occidentales. Vous avez plus besoin de nous que nous de vous. Cette mentalité coloniale moderne, déguisée en gestion migratoire, repose sur une hiérarchie implicite. La mobilité occidentale est naturelle et bénéfique. Celle des Africains est suspecte, dangereuse à contrôler. Mais le monde a changé, et le poids démographique, économique et stratégique de l'Afrique aussi. Alors, si le principe de réciprocité est foulé aux pieds par l'Europe, pourquoi l'Afrique devrait-elle continuer à tendre l'autre joue? Car il ne s'agit plus seulement de tourisme. La mobilité internationale est un instrument de pouvoir diplomatique. Celui qui peut se déplacer peut apprendre, investir, négocier, représenter, soigner, innover. Refuser à un continent ce droit d'accès, c'est lui refuser sa place dans les cercles de décision mondiaux. Et pourtant, lorsque des gouvernements africains envisagent de restreindre leurs conditions d'entrée pour les Européens, on les accuse d'être fermés, peu accueillants, de nuire à l'investissement. En revanche, lorsqu'un pays comme la France refuse 60% des demandes de visa d'un pays africain, c'est justifié au nom de la gestion des flux migratoires. Deux discours, deux logiques, deux poids, deux mesures. Ce que la Zambie demande n'est donc pas un privilège, c'est un rétablissement de l'équilibre. Et si ce rééquilibrage passe par une révision des conditions d'entrée pour les citoyens européens, alors il faudra l'assumer. Déjà, certains gouvernements réfléchissent à imposer des frais de visa équivalents, à exiger les mêmes justificatifs, voire à limiter le nombre d'autorisations accordées, exactement comme cela est fait en Europe. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la restauration d'une symétrie diplomatique. Un message simple. Si vous ne nous ouvrez pas vos portes, pourquoi devrions-nous continuer à ouvrir les nôtres? Et dans cette équation, l'Afrique commence à se rendre compte d'une vérité fondamentale. Elle n'a jamais été en position d'infériorité, elle a juste accepté de se comporter comme telle. Pendant longtemps, l'Afrique a été perçue, et s'est perçue elle-même, comme une entité qui devait quémander l'accès, la coopération, la reconnaissance. Mais cette époque touche à sa fin, car derrière les frustrations croissantes des citoyens africains face au système des visas se cache une prise de conscience majeure. Le continent détient un pouvoir réel, tangible, stratégique. Ce pouvoir, il repose d'abord sur des ressources essentielles à l'économie mondiale. Le cobalt de la République démocratique du Congo, utilisé dans les batteries de voitures électriques et les smartphones. Le bauxite de Guinée, indispensable à la production d'aluminium. Le lithium du Zimbabwe, l'or du Ghana, le platine et les terres rares d'Afrique du Sud. L'Europe ne pourra pas réussir sa transition énergétique sans ces matières premières. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une vérité géopolitique incontournable. Et qui contrôle ces ressources? Ce ne sont pas les multinationales, ni les ambassades. Ce sont les États africains. Pendant des années, ces États ont adopté une stratégie de bon élève, accord de libre-échange, exonération fiscale, ouverture aux investisseurs. Ils ont misé sur la coopération, sur le respect, sur le fait que jouer le jeu international avec loyauté conduirait à une intégration équitable. Mais cette intégration n'est jamais venue. Ce qui est venu, ce sont les refus de visa, les soupçons, les humiliations. Alors aujourd'hui, les règles changent. L'Afrique n'est plus un mendiant diplomatique. Elle est un acteur stratégique. Et cela commence à se refléter dans les discours, les décisions et les politiques de plus en plus affirmées. Déjà, certaines voix montent dans les think tanks africains, dans les cercles politiques, dans les parlements. Et si nous facturions aussi nos visas de manière non remboursable aux Européens? Et si nous révisions notre accueil inconditionnel de leurs diplomates et ressortissants? Des propositions autrefois jugées extrêmes deviennent maintenant raisonnables. Logiques, presque inévitables. Car il faut bien le reconnaître. L'Occident a trop souvent considéré la coopération avec l'Afrique comme une faveur, un soutien au développement, un geste philanthropique, alors qu'en réalité, c'est l'Europe qui a un besoin vital de l'Afrique. Pas uniquement pour ses minerais, aussi pour sa jeunesse, la plus dynamique du monde, pour ses marchés émergents, pour sa position géographique, pour ses routes commerciales, pour son rôle incontournable dans la sécurité maritime, dans la gestion migratoire, dans les équilibres climatiques, et surtout pour son poids diplomatique dans les votes internationaux. Mais ce que l'Occident n'avait pas anticipé, c'est que ce pouvoir allait se transformer en levier. Un levier que l'Afrique commence à actionner avec calme,
fermeté et clarté. Et à travers ce levier, le visa devient un outil de négociation, voire de pression. Car si vous contrôlez les conditions d'entrée à Kinshasa, Accra ou Nairobi, vous contrôlez aussi l'accès au marché, aux matières premières, aux bases stratégiques. Le cas du Nigeria en 2024 en est la parfaite illustration. En suspendant temporairement les visas à l'arrivée pour certains pays européens, le gouvernement nigérian a envoyé un message limpide. Si vous nous fermez la porte, nous aussi. Et le Sénégal a emboîté le pas en bloquant une délégation commerciale européenne après des refus de visa injustifiés à ses hommes d'affaires. Le Kenya, de son côté, a engagé une réflexion sur l'application stricte de la réciprocité. Ces décisions ne sont pas des réactions émotionnelles. Ce sont des avertissements stratégiques, des signaux que l'Afrique n'est plus disposée à tolérer un traitement déséquilibré, qu'elle est prête à monnayer son ouverture à condition qu'elle soit respectée. Et cela change tout. Car dans une négociation, celui qui a quelque chose à perdre n'est plus en position de force. L'Europe, dépendante de l'Afrique à bien des égards, ne peut plus se permettre de considérer le continent comme un terrain d'exploitation, tout en lui refusant l'entrée dans son propre espace. Le paradigme s'inverse. Ce que l'Afrique réclame, ce n'est pas un privilège, mais une reconnaissance. Une reconnaissance de son rôle, de sa dignité, de sa contribution au monde. Et le message envoyé par la Zambie résonne bien au-delà de Lusaka. Si vous nous traitez comme des menaces, alors nous traiterons vos intérêts comme négociables. Ce qui a commencé comme une déclaration audacieuse du président zambien Hakainde, Hichilema est en train de se transformer en un mouvement continental de réévaluation stratégique. La question n'est plus seulement de savoir si les frais de visa doivent être remboursés, mais si l'Afrique doit continuer à accepter les règles du jeu imposées par des partenaires qui ne respectent pas les principes fondamentaux d'équité et de réciprocité. La réponse, de plus en plus souvent, est un non ferme et structuré. Au sein de l'Union africaine, des discussions sérieuses émergent. Dans les sous-comités chargés des affaires étrangères et de la mobilité, une proposition de réponse collective prend forme. Il s'agit non pas d'un acte de représailles, mais d'une tentative de restauration de l'équilibre diplomatique mondial. Parmi les mesures envisagées, instaurer des frais de visa équivalents et non remboursables pour les citoyens européens et britanniques, appliquer des quotas de visa aux ambassades européennes, calqués sur les taux d'approbation pratiqués par ces dernières, exiger des justificatifs similaires pour les voyageurs occidentaux revenus, hébergement, itinéraire, lettre d'invitation. Limiter temporairement ou conditionner l'accès diplomatique aux représentations qui bafouent la réciprocité. Dans certains pays, ces idées ne sont plus de simples hypothèses. Elles se traduisent déjà par des actions concrètes. Outre le Nigeria, le Sénégal et le Kenya cités précédemment, d'autres nations africaines comme l'Algérie, le Mali ou l'Éthiopie étudient des mécanismes de contrôle symétriques. Même des pays historiquement très ouverts comme le Cap-Vert ou le Ghana revoient leur politique de visa avec une attention renouvelée. L'objectif n'est pas l'isolement. L'objectif est la négociation d'égal à égal. Et cela passe par une prise de conscience partagée. Tant que les citoyens africains continueront à être traités comme des suspects systématiques, il est légitime que leur gouvernement exige des comptes. L'époque du silence diplomatique est révolue. Le langage diplomatique se durcit, car il reflète l'exaspération d'une population entière. Ce virage stratégique est porté aussi bien par les dirigeants que par les intellectuels, les entrepreneurs, les artistes et les jeunes générations. Des figures influentes, au sein de think tanks panafricains, rédigent des manifestes pour réclamer la création d'un observatoire panafricain de la mobilité internationale, qui publierait chaque année les taux de refus de visa, les justifications données, les abus constatés. Un tel outil rendrait l'opacité actuelle impossible à maintenir. Par ailleurs, plusieurs associations de la société civile envisagent des recours collectifs auprès de juridictions internationales, dénonçant un système qu'elles considèrent comme économiquement discriminatoire et diplomatiquement abusif. Il est désormais clair que l'Afrique ne veut plus d'une mobilité à sens unique. L'ouverture ne peut être unilatérale. Si les pays occidentaux bénéficient d'un accès fluide au marché africain, à ses ressources, à ses aéroports et à ses conférences, alors les citoyens africains doivent pouvoir circuler eux aussi avec dignité et équité.
Dans ce contexte, le visa devient bien plus qu'un tampon sur un passeport. Il devient un indicateur du respect mutuel entre les nations. Le réveil africain est donc en marche. Il ne se manifeste pas dans la colère, mais dans l'organisation, la concertation et la stratégie. Et l'Europe, si elle veut continuer à bâtir des partenariats solides avec l'Afrique, devra accepter une réalité nouvelle. Le continent ne négocie plus depuis une position d'infériorité. L'arme du visa, autrefois utilisée pour exclure, pourrait bien devenir l'instrument de rééquilibrage le plus puissant de la diplomatie africaine moderne. Ce que la Zambie a déclenché, l'Afrique tout entière commence à l'orchestrer. Une transition d'un monde unilatéral à un monde bilatéral, où le respect ne se réclame plus, il s'impose. Et à l'horizon de cette transition, deux options se dessinent clairement. Soit un nouvel équilibre est trouvé, soit une rupture s'annonce inévitable. Car à force de repousser l'injustice sous le tapis diplomatique, l'Occident a nourri une tension devenue désormais impossible à contenir. Il ne s'agit plus de cas isolés ou de plaintes ponctuelles, mais d'un ressentiment structurel, nourri par des années de condescendance administrative, de décisions opaques et de mépris déguisés en procédures. Dans les capitales européennes, on continue de croire que les demandes de visa africaines relèvent de la gestion technique. Mais en réalité, chaque refus est perçu comme un acte politique. Chaque rejet injustifié devient une insulte nationale. Chaque silence administratif une gifle à l'aspiration panafricaine d'égalité. Et désormais, ces ressentiments trouvent un écho à tous les niveaux. Dans les gouvernements, qui revoient leurs accords, dans les universités, qui perdent des talents, dans les chambres de commerce, qui voient des opportunités s'évanouir, et dans la jeunesse africaine, qui refuse de croire que son avenir est conditionné par le bon vouloir d'une autre région du monde. Le temps de la patience passive est terminé. Le dialogue, s'il doit avoir lieu, devra se faire sur une base de réciprocité concrète. C'est précisément ce que sous-entendent les dernières mesures évoquées dans plusieurs États membres de l'Union africaine. Refus d'accès diplomatique temporaire à certaines ambassades européennes. Suspension des accords de mobilité bilatéraux. Conditionnalité des visas à l'octroi réciproque de privilèges. Restriction d'accès aux projets miniers et infrastructures financés par l'Europe. Ce ne sont plus des menaces. Ce sont des instruments de négociation. Et dans ce rapport de force qui se dessine, il faut noter un changement fondamental. L'Afrique n'a plus peur d'utiliser ses leviers. Longtemps convaincue qu'il fallait rester discrète pour ne pas compromettre les partenariats. Elle a compris que la diplomatie ne s'obtient pas par la docilité, mais par l'audace. L'Europe et le Royaume-Uni, de leur côté, ont deux choix clairs. Ils peuvent reconnaître que la mobilité doit être fondée sur la transparence, l'équité et le respect mutuel, et entamer une réforme profonde de leur politique de visa, avec une meilleure transparence, des recours effectifs et des quotas de rééquilibrage. Ou bien, ils peuvent ignorer le signal africain. Mais dans ce cas, ils devront faire face à une fermeture graduelle de portes qu'ils pensaient à jamais ouvertes. Car aujourd'hui, la jeunesse africaine n'a plus honte de demander des comptes. Les dirigeants africains n'ont plus peur de nommer les injustices. Et les populations africaines n'acceptent plus d'être les seules à respecter des règles qu'on ne leur applique jamais en retour. L'équilibre ou la rupture. Il n'y aura pas de zone grise. Pas de retour au business as usual. Le visa, symbole de contrôle et de hiérarchie, devient alors le révélateur d'un basculement global. Celui d'un monde où l'Afrique ne réclame plus sa place. Elle l'affirme. Où elle ne demande plus la permission. Elle pose ses conditions. Où elle n'attend plus l'invitation. Elle redéfinit l'agenda. Et peut-être que dans ce nouveau monde, les visas ne seront plus des instruments d'exclusion, mais des passerelles de respect mutuel. Mais cela dépend d'un choix clair. Non pas de l'Afrique, elle a déjà tranché, mais de l'Europe. S'adapter ou perdre.